Chères auditrices, chers auditeurs, l'histoire que vous allez entendre ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans les textes mêmes d'Arthur Conan Doyle. Là où, en marge d'une enquête, surgissent parfois des noms, des lieux, des événements évoqués sans jamais être développés. Des éclats de récits suspendus entre les lignes. Ainsi, dans le pince-nez en or, Watson mentionne brièvement l'affaire du tueur des boulevards, confiée à Holmes par la sûreté française. Le nom d'un certain Huret y apparaît. Criminel bien réel, évadé, insaisissable, dont la presse française fit ses gros titres à la fin du XIXe siècle. Dans l'illustre client, c'est un détective nommé Lebrun qui entre en scène, un allié français de Holmes, discret mais bel et bien canonique. Lecteur holmésien depuis plus de 40 ans, j'ai toujours été fasciné par ses portes entr'ouvertes, et c'est en tant que créateur de contenu, soucieux du canon, que j'ai voulu imaginer ce qui aurait pu se cacher derrière. Ce que vous allez lire ou entendre est l'une de ces affaires oubliées, une enquête reconstituée pièce par pièce, fidèle en tout point à l'univers de Conan Doyle. Une affaire sombre, théâtrale, profondément dérangeante. Et pourtant, rigoureusement holmésienne. Notre récit s'intitule « Le théâtre des ombres ». C'était un matin de mars au ciel pâle, où Londres s'éveillait sous une brume effilochée qui semblait hésiter entre pluie et silence. Je me souviens distinctement de l'arôme de thé d'Assam que Miss Hudson nous avait servi, lorsqu'un coup sec retentit à la porte de Baker Street. Le visiteur était un homme mince, impeccablement vêtu, au port droit et aux gestes mesurés. Il se présenta simplement, inspecteur principal Lebrun, de la Sûreté française. Sa voix, sans emphase, portait cette autorité discrète, propre aux hommes de terrain. Il nous tendit un pli cacheté orné des armoiries de la République. Holmes échangeait avec Lebrun dans un français d'une élégance studieuse, précis et presque académique. Je le savais à l'aise dans cette langue. Il m'avait confié, lors d'une de nos premières années à Baker Street, avoir passé quelque temps à Pau, Montpellier et Bordeaux dans sa jeunesse. Quant à moi, je peinais à suivre la conversation, me contentant d'un hochement entendu lorsque Holmes, avec un sourire d'excuse, revenait au bon anglais. « Pardonnez-moi, Watson, je dois à votre indulgence de parler dans la langue de Molière. Mais je crains qu'en pareille circonstance, le temps soit précieux. » Holmes rompit le sceau d'un geste fluide. « Voilà qui devient intéressant, » dit-il en parcourant la lettre. Puis, levant les yeux vers notre hôte, « Ainsi, c'est vous que Paris a choisi pour jouer les ambassadeurs en matière criminelle. Je n'en suis pas surpris. Votre nom m'a déjà frappé dans certains rapports européens. Méthode Bertillon, si je ne m'abuse. » Lebrun hocha la tête sans sourire. J'ai été formé sous son autorité. Ce que vous allez lire n'est pas un cas ordinaire, monsieur Holmes. Il s'agit d'une série d'homicides particulièrement troublants, commis dans les arrondissements centraux de Paris. 3 notables, tous retrouvés dans leur appartement, sans effraction, dans des poses anormalement composées. Et surtout, sur chaque scène, une lettre de l'alphabet a été laissée près du corps. Holmes croisa les doigts sous son menton. L'alphabet du crime. Combien de lettres déjà? 3 jusqu'à présent. H, puis U, puis R. Huret, souffla Holmes. L'évadé de la santé, un boucher doublé d'un cerveau, et un esthète contrarié, si je me fie aux fragments de procès que j'ai étudiés. Voilà pourquoi nous avons sollicité votre présence, monsieur Holmes, reprit Lebrun. Nous craignons que ces meurtres n'annoncent un retour en scène. Un spectacle macabre, exécuté avec méthode. Très bien, dit Holmes en se levant. Mon cher Watson,
Vous avez toujours rêvé d'un printemps parisien. Allons-y, avant que la Seine ne déborde. La pluie tombait fine, persistante, comme un voile gris sur les pavés de la gare du Nord. Nous descendîmes du wagon dans un nuage de vapeur, précédé d'un porteur tirant notre modeste bagage. L'inspecteur Lebrun nous attendait au pied du quai, grand, sec, vêtu d'un long manteau noir et coiffé d'un chapeau de feutre à large bord. Il nous salua sans un mot superflu. Monsieur Holmes, Dr. Watson, bienvenue à Paris. Son anglais était mesuré, teinté d'un accent chantant, mais correct. Holmes, sans effort, lui répondit en français, ce qui sembla provoquer une lueur d'appréciation dans les yeux de l'inspecteur. Ce sera plus simple ainsi, déclara-t-il. Mon ami ici présent est peu porté sur les langues étrangères, ajouta-t-il en me désignant avec un sourire complice. Je m'inclinai, un peu piqué. Holmes affectionnait notamment les rapports de la sûreté et les comptes rendus des procès de la presse française. Nous montâmes dans un fiacre sobre qui nous conduisit à travers les rues détrempées du 10e arrondissement. La conversation entre Holmes et Lebrun, tout en phrases brèves et allusions techniques, me laissa en retrait. Je regardais Paris défiler, ses façades de stores tirées, ses lanternes de gaz diffusant une lumière jaune dans le brouillard. Le fiacre nous déposa devant un petit hôtel discret, dont l'enseigne ternie portait le nom de l'Hôtel des Deux Mondes. Lebrun avait pris soin d'y faire préparer 2 chambres, sobres mais convenables. Tandis qu'un garçon montait nos bagages, Holmes inspecta les lieux avec sa rigueur coutumière, examinant le parquet, jaugeant le silence, et s'attardant à la fenêtre entr'ouverte. À peine avions-nous refermé la porte que Lebrun, resté dans l'embrasure, nous annonça. L'une des scènes de crime que nous souhaitons vous faire voir, messieurs, se trouve à quelques rues d'ici. Elle date de 30 jours, mais nous avons procédé à un relevé photographique complet selon la méthode de Bertillon. Je vous propose de revenir vous chercher dans 2 heures. Cela vous laissera le temps de vous reposer du voyage. Très bien, fit Holmes. J'aimerais également consulter ce que vous avez sur les lieux précédents. Je suppose que tout cela figure dans les archives de la préfecture. Je vous apporterai les copies les plus significatives. Il salua, remit son feutre droit sur sa tête et disparut dans l'escalier avec la régularité d'un métronome. 2 heures et demie plus tard, la voiture s'arrêta devant un immeuble cossu, boulevard des Capucines. Des agents de la sûreté gardaient l'entrée. Le concierge, l'air éteint, nous ouvrit la porte sans un mot. Nous pénétrâmes dans un appartement silencieux, au mobilier élégant. Lebrun alluma une lampe à acétylène qu'il tenait d'une main sûre, relevant une pièce impeccablement ordonnée. Il avait apporté une serviette de cuir, d'où il sortit plusieurs documents, photos et croquis d'investigation, qu'il étala sur une desserte. Voilà ce que nous savons, déclara-t-il d'un ton sombre. Le crime remonte à 30 jours. La victime, un notaire à la retraite, vivait seule. Aucune effraction, aucun vol apparent. Le domestique l'a trouvée au matin dans cette pièce. Il désigna une chaise basse placée au centre du tapis. Holmes s'en approcha immédiatement. Le corps reposait ici, poursuivit Lebrun, vêtu d'un costume de soirée, bras écartés, tête rejetée en arrière. La lame, une dague ou un stylet, a été insérée sous la clavicule, entre 2 côtes. La mort fut instantanée. Il tendit une photographie en noir et blanc. On y voyait la scène telle qu'elle avait été figée. Le salon intact, la posture étrange de la victime, presque théâtrale. Rien n'avait bougé, ajouta-t-il, pas même une trace de lutte. C'est cela qui a frappé mes hommes. Il y avait une précision, une mise en scène presque esthétique. Holmes acquiesça, le regard rivé au cliché. Une composition,
murmura-t-il. Le choix de la posture, le maintien du décor, non, ça n'est pas le geste d'un assassin pressé. C'est celui d'un metteur en scène. Lebrun approuva d'un mouvement de tête, puis sortit un feuillet sous chemise. Une enveloppe noire a été retrouvée sur la table basse. À l'intérieur, une feuille immaculée et une lettre manuscrite tracée à l'encre bleue, un H majuscule. Watson fronça les sourcils. Un H comme Huret? Ce nom n'a surgi que plus tard, dit Lebrun. Mais avec les lettres suivantes, nous avons commencé à faire le lien. À ce moment-là, nous ignorions encore s'il s'agissait d'un simple message ou d'une signature. Holmes observait le décor. Il passa lentement une main sur le dossier d'un fauteuil, comme pour y capter une résonance invisible. Nous n'avons trouvé aucun mobile, rien n'a été volé, déclara Lebrun. Holmes inspecta les lieux avec soin, son regard allant des moulures du plafond au pied du fauteuil. Il passa un doigt le long du marbre de la cheminée, puis s'agenouilla devant une petite figurine en porcelaine. Remise à l'envers, dit-il simplement. Il ne signe pas un crime, dit-il lentement. Il ouvre un acte. Lebrun haussa un sourcil. Nous quittâmes les lieux sans un mot de plus. Le lendemain, nous étions appelés boulevard Montmartre, dans l'appartement d'un avocat renommé, assassiné 20 jours auparavant. Le lieu, bien que vidé de toute présence policière, avait été laissé sous scellé. La scène, bien que différente de la précédente, frappait par sa composition figée. Cette fois, d'après les photographies que Lebrun déploya sur une table, la victime était agenouillée, la tête posée contre le bras d'un canapé, comme endormie. Aucun désordre, aucune trace de lutte. Et sur la table basse, bien en évidence, il y avait une enveloppe noire, contenant une feuille sur laquelle figurait une lettre manuscrite. Un U. Nous avons un H, puis un U, murmurai-je. Lebrun hocha gravement la tête. C'est après ce second meurtre que nous avons commencé à soupçonner Huret. Le troisième crime, la lettre R, a confirmé notre intuition. Le ministère a alors rédigé un pli à votre attention. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il examinait le rideau, en pinça le tissu, huma brièvement l'air ambiant. Encens, dit-il, une odeur résiduelle, ténue. Et là, sur le parquet, de fines particules nacrées. Cela évoque un fond de teint ou un maquillage de scène. Vous pensez à un lien avec le théâtre? Holmes ne répondit que par un geste du menton. Il observait à présent les cadres au mur, les jeux d'ombre, les perspectives. Cet homme s'est éloigné du crime impulsif. Ce que nous avons ici, c'est une mise en scène, réfléchie, cadencée, quelque chose d'obsessionnel. Il demanda ensuite à voir les relevés d'empreintes, les effets saisis. Puis, après un silence, il se tourna vers Lebrun. Je souhaiterais visiter la prison où il a été détenu. Parler au gardien, voir sa cellule. Lebrun parut surpris, mais acquiesça. L'après-midi même, nous pénétrâmes dans l'enceinte grise et sourde de la maison d'arrêt de la Santé. Le directeur, un homme au visage fermé, reconnut que le cas Huret avait marqué les esprits. Il nous mena directement à l'aile nord, puis dans une cellule étroite et austère. C'était là, dit-il simplement. Holmes observa les murs. Sur la couche de peinture écaillée, on distinguait, tracée avec un bout de charbon, ou frottée à même la suie de la lampe, des formes simples, répétitives, des rideaux stylisés, un arc de scène. Une silhouette noire se découpait sur un rectangle blanc. Aucun mot, aucun message direct, mais une insistance presque maniaque sur les mêmes images. Et pendant sa détention, demanda Holmes. Il ne parlait presque jamais, mais il mimait. Il se mettait debout, tendait les bras, faisait des grands gestes. Les gardiens disaient qu'il répétait une scène imaginaire.
Une fois, un surveillant l'a surpris à déclamer des vers dans l'obscurité, face au mur, comme s'il jouait devant un public invisible. Holmes se pencha vers une étagère murale scellée, où reposait un vieux volume écorné. Il avait droit à quelques livres. Il a demandé des tragédies. Racine, Corneille, Shakespeare. Il lisait à haute voix, parfois en murmurant. Il a transformé sa cellule en scène, soufflai-je. Exactement, dit Holmes en se redressant. Il n'est pas seulement évadé, il a changé de peau. Cet homme ne vit plus que par le théâtre. Et s'il tue encore, ça n'est plus pour assouvir une pulsion, mais pour mettre en scène une idée. Chaque victime est un acte, chaque crime, une scène à rejouer. Le lendemain, peu après l'aube, Lebrun frappa à notre porte, son éternel carnet à la main. Il nous proposait de visiter la troisième scène de crime, celle survenue 10 jours plus tôt, boulevard Saint-Denis, dans les appartements d'un ancien dramaturge devenu chroniqueur mondain. Nous l'y suivîmes aussitôt. L'air était vif, les trottoirs encore humides de la nuit. Le fiacre traversa les quartiers en silence, si ce n'est pour le cliquetis des sabots sur les pavés. Une fois sur place, Lebrun nous fit gravir un escalier étroit jusqu'au second étage. L'appartement avait été scellé, mais il disposait d'un accès direct pour les inspecteurs. Holmes passa longuement la main sur la serrure, puis sur le parquet du vestibule. Aucune effraction, nota-t-il. Il était attendu, ou bien il avait les clés. Le salon, vaste et chargé de bibelots orientaux, offrait une nouvelle mise en scène. Le corps, d'après les clichés, avait été retrouvé assis sur un fauteuil de velours, le visage maquillé grossièrement comme un clown triste, les yeux fermés. La lettre R avait été soigneusement calligraphiée au rouge à lèvres sur un miroir fendu. H, U, R, murmura Lebrun. 3 lettres, 3 morts. Il ne manque que le E et le T pour reconstituer le nom. La sûreté, à sa décharge, a été prompte à faire le lien. Les anciens dossiers de Huret mentionnaient sa fascination pour les anagrammes. Je notai l'ombre d'une crispation sur le visage de Holmes. Il s'agenouilla près du bureau, effleura le bois du bout des doigts, puis souleva doucement un pan du tapis. Encore de la poudre. Et regardez, Watson. Il me tendit une minuscule épingle de couturier, comme on en utilise au théâtre pour fixer une étoffe. Ça n'est plus une mise en scène criminelle. C'est une scène mise en crime, dit-il gravement. Cet homme ne tue pas, il compose. Lebrun acquiesça d'un mouvement lent. Vous parlez d'un comédien? Non, d'un metteur en scène. Il veut que nous le suivions dans sa tragédie. Mais, pour apparaître, il lui faut un public, un miroir, un écho. Holmes s'approcha alors d'un miroir mural. Il en examina le reflet, se hissa sur la pointe des pieds pour inspecter un angle du plafond. Son regard se perdit un instant, comme s'il écoutait quelque chose au-delà du silence. Il faut lui donner un motif d'entrer en scène. Une faille dans le décor, un mouvement dans la salle. Les orgueilleux ne résistent pas à la perspective d'un regard posé sur leur œuvre. Sur le chemin du retour, Holmes demanda une halte à la préfecture. Tandis que Lebrun échangeait avec un collègue, Holmes glissa à l'oreille d'un greffier une information, un mot-clé, papillon. Dans le fiacre, il m'expliqua. J'ai soufflé le nom d'un ancien théâtre abandonné, rue Papillon, ruiné, oublié, mais connu des initiés pour ses loges secrètes et ses souterrains. Si notre homme ou quelqu'un de son entourage l'entend, il s'y sentira appelé. Et s'il n'y a personne pour écouter, alors ça sera aussi une réponse. De retour à l'hôtel, Holmes se plongea dans ses carnets. Il recopia d'anciennes notes, prises lors de ses enquêtes théâtrales, rassembla des extraits de journaux, traça des lignes entre des noms oubliés. Ce n'est qu'à une heure avancée qu'il rédigea un court billet pour la Gazette des tribunaux.
Le texte, d'apparence anodine, évoquait un metteur en scène invisible, une tragédie à venir dans les coulisses d'un Paris endormi, et un public qui, pour une fois, regardait depuis l'obscurité. Je le vis relire son billet avec lenteur, comme on ajuste les derniers mots d'un acte. Puis, tourné vers la fenêtre, il dit simplement « Laissons-le croire que le rideau va se lever. Il viendra, et nous serons là. » Le lendemain, un événement faillit passer inaperçu. Un incendie mineur s'était déclaré dans un théâtre désaffecté du quartier de Grenelle. Le bâtiment, à moitié écroulé, n'abritait plus rien depuis des années. Pourtant, pour Holmes, cela n'avait rien d'anodin. C'est un des lieux que j'avais fait mentionner dans l'un des articles anodins publiés à dessein, souffla-t-il. Une allusion, un leurre. Quelqu'un a mordu. Est-ce vrai, ou bien un esprit sous influence? Trop tôt pour le dire. Watson notait tout, avec un soin redoublé. Il savait que le moindre détail pouvait, sous la plume de Holmes, prendre un relief inattendu. Puis vint un premier vrai contact. Le réceptionniste de notre hôtel remit à Holmes un petit paquet arrivé sans expéditeur. À l'intérieur, un petit chandelier en étain, identique à celui retrouvé sur la scène du deuxième crime, mais manifestement faux, trop léger, creux, et une note griffonnée. « Aidez-moi, je n'en peux plus. » « C'est une mise en scène de plus, dit Lebrun. »« Non, répondit Holmes, après un silence. Il y a ici une rupture de ton, un appel. Mais est-ce Huret qui joue? » Ce questionnement resta sans réponse. Quelques jours plus tard, un quatrième meurtre fut signalé, cette fois boulevard Voltaire. Un certain baron Delmont, mécène bien connu dans les cercles artistiques, avait été retrouvé mort dans sa bibliothèque. La mise en scène était glaçante. La victime était accoudée à son bureau, une plume à la main, l'encre encore fraîche. Une fausse lettre de suicide reposait sur le buvard. Et la lettre E était peinte sur le globe terrestre, à côté de lui. Holmes inspecta la pièce, s'attardant longuement sur une trappe de service dissimulée derrière une tenture. « C'est un théâtre dans le théâtre, murmura-t-il. Un meurtrier qui écrit sa propre pièce, avec ses décors, ses angles, ses lumières. Mais les accessoires, eux, trahissent l'usure. Ils commencent à se répéter. » Ce même soir, un nouveau pli fut glissé sous la porte de notre chambre. À l'intérieur, une photo ancienne d'un théâtre de marionnettes, avec au dos une simple phrase manuscrite. « Certains rôles vous tuent à force de les rejouer. » Il y a là une fissure, une âme épuisée, mais je ne suis toujours pas certain de son nom. Et Watson, à voix basse, « Huret ?» Holmes répondit sans se retourner. « Peut-être. Ou peut-être l'un de ses spectres. » Dans le prochain épisode, tandis que les lettres s'accumulent et que le sang sèche sur les murs de Paris, Holmes devine la mise en scène d'un esprit dérangé, mais méthodique. Derrière les apparences, une logique se précise, une main agit, et elle frappera encore. La suite dans la deuxième partie.